Donc bonjour à tous, on va continuer le cours de cinématique avec donc la découverte d'un outil extrêmement important en mécanique du solide qu'on appelle le torseur. Alors un torseur, comme on va le voir, ça va être un outil mathématique qui va être extrêmement synthétique et qui va nous permettre de décrire entièrement la cinématique d'un solide par rapport à un autre solide. Donc, pour résumer ce qu'on a vu précédemment et ce dont on va avoir besoin pour définir proprement le torseur. Donc, on va supposer le mouvement d'un solide 1 par rapport à un autre solide 0. Donc, si on refait un peu le point sur ce qu'on a vu précédemment. Première étape, on a parlé de vecteur taux de rotation. Donc, pour rappel, l'idée c'est qu'on va avoir donc, notre solide 0, on va avoir notre solide 1, ok. On va pouvoir associer un repère à notre solide 0, un repère à notre solide 1, et le vecteur taux de rotation donc va nous permettre de voir comment évolue le repère du solide 1, enfin comment évolue la base associée au repère du solide 1 par rapport à la base associée au repère du solide 0 en termes de rotation. Donc du coup de décrire le mouvement de rotation de 1 par rapport à 0. Ok, donc ce vecteur taux de rotation, il a quelques propriétés importantes. Déjà, il est antisymétrique. Ça veut dire que on va avoir notamment un petit rappel, oméga de 1 par rapport à 0 qui doit être égal à moins oméga de 0 par rapport à 1. Ça veut dire que le vecteur est antisymétrique. Ensuite, on a une loi de composition. Donc je vous rappelle, ça veut dire que si j'ai la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0, je peux la décomposer en passant par un autre solide. C'est-à-dire que c'est la vitesse de rotation de 1 par rapport à 2, plus le vecteur taux de rotation de 2 par rapport à 0. Ça, c'est la composition des vecteurs taux de rotation. Et petite remarque en passant, ce vecteur, il est absolument indépendant du point. On l'a juste défini à partir des figures de changement de base, indépendamment de la position des différents solides, des points considérés ou que sais-je. Donc ça, c'est le premier vecteur qui nous permet de décrire le mouvement d'un solide par rapport à un autre solide. Un autre vecteur qu'on a vu, c'est le vecteur vitesse instantanée, typiquement la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Alors, quelles sont les propriétés de ce vecteur vitesse ? Il est lui aussi antisymétrique, ça veut dire que la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est moins la vitesse de A appartenant à 0 par rapport à 1. On peut là encore faire de la composition des vecteurs vitesse. On peut écrire notamment que la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 3, par exemple, plus la vitesse de A appartenant à 3 par rapport à 0. Attention, petit rappel important, quand on fait une composition, il faut toujours qu'on ait le même point. Ok, et après, donc, ce vecteur vitesse, si on s'intéresse au mouvement d'un solide par rapport à notre solide, il va dépendre du point. Typiquement, si vous prenez par exemple, si vous étudiez le mouvement d'une éolienne, des pales d'une éolienne par rapport à la nacelle, en fonction, donc si vous prenez un point qui est proche de l'axe de rotation, il va tourner relativement peu vite. Par contre, si on s'éloigne et si on va voir ce qui se passe au niveau d'un point qui est au niveau du bout de la pale, il va avoir une vitesse beaucoup plus importante. Donc on voit bien que le vecteur vitesse dépend du point. Et il dépend comment ? Il dépend grâce à la formule de Varignon qu'on a vue précédemment. Donc pour rappel, cette formule de Varignon, elle nous dit donc que la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la vitesse en A appartenant à 1 par rapport à 0, plus BA vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Alors, quelques petites remarques sur cette formule de Varignon pour la suite. Premièrement, et ça je vous l'ai déjà dit, cette formule de Varignon, elle est vraie dans un mouvement donné. Donc là, j'ai B appartenant à 1 par rapport à 0, j'ai A appartenant à 1 par rapport à 0, et c'est le vecteur taux de rotation de 1 par rapport à 0. Premier point. Deuxième point un peu plus global, en fait, si j'ai un vecteur, qu'on va appeler le vecteur vitesse, qui vérifie cette propriété, et si j'ai un vecteur taux de rotation qui vérifie ces propriétés, alors je vais pouvoir calculer la vitesse en n'importe quel point B de l'espace. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour calculer la vitesse en n'importe quel point dans le mouvement de 1 par rapport à 0, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de la formule de Varignon, et cette formule, elle est vraie si et seulement si j'ai des vecteurs vitesse et des vecteurs taux de rotation qui vérifient ces propriétés d'antisymétrie, etc., etc.
Donc, partant de là, on va pouvoir utiliser ces informations pour avoir une notation assez synthétique qui nous permettra en fait de calculer notamment le vecteur vitesse en n'importe quel point de l'espace. Et c'est ça qu'on va appeler un torseur. Donc le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, comment on le note? Donc là, je vous l'écris à la main. Donc ça se note entre accolades, avec un grand V calligraphié, 1/0. Donc ça se lit torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Donc quand on l'écrit juste avec un grand V, comme ça, on a ce qu'on appelle la forme torsorielle. Et après, on peut l'écrire avec une forme dite vectorielle, où on va en haut écrire le vecteur taux de rotation, et en bas, écrire le vecteur vitesse en un point particulier donné. Donc là, en l'occurrence, je l'ai écrit au point A. Et ce qui va être extrêmement important, c'est dès qu'on écrit le torseur sous forme vectorielle, de bien penser à rappeler en quel point on a écrit le vecteur vitesse. Ça sera indispensable. Si vous ne l'écrivez pas, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et donc, si je connais mon torseur au point A, ben je vais pouvoir, grâce à la formule de Varignon, déterminer l'expression de mon torseur en un autre point. En gros, je vais pouvoir du coup exprimer comment bouge mon solide pour différents points. Donc avec quel vecteur taux de rotation et avec quel vecteur vitesse. Donc le torseur, ça sert grosso modo à ça. Ce n'est donc ce n'est qu'une façon synthétique d'écrire en fait des relations qu'on a déjà vues dans le cours précédemment. Donc il n'y a pas grand chose de neuf. Alors pourquoi est-ce que du coup on vous embête avec ce formalisme de torseur? Premièrement, parce que c'est un outil mathématique qui a quand même quelques propriétés intéressantes qu'on verra au fur et à mesure en avançant dans le cours. Mais je vais revenir sur quelques-unes. Donc un torseur, déjà qu'est-ce que ça représente? Ça va représenter un champ de vecteurs équiprojectif. Bon, ça c'est des maths en pratique, c'est pas vraiment ça qu'on va utiliser. Mais la définition c'est ça, c'est un outil qui permet de représenter un champ de vecteurs équiprojectif, ce qu'on va aussi appeler un champ de moment. Donc un torseur, quand on l'écrit sous forme vectorielle, donc petit rappel, il faut bien préciser en quel point on l'écrit, on va avoir donc deux vecteurs. Le vecteur qui est en haut, c'est ce qu'on va appeler la résultante du torseur. Ce vecteur, il ne dépend pas du point. Et donc pour le torseur cinématique, donc si je m'intéresse au cas du torseur cinématique, par exemple de 1 par rapport à 2, ma résultante, ce sera oméga de 1 par rapport à 2. Ensuite, on va avoir donc un moment. Le moment, lui, il va dépendre du point. Donc le moment, c'est le vecteur qui est en bas dans le torseur. Et donc on parlera du moment au point A du torseur. Et donc petit rappel important, le point, il faut le rappeler dans le moment, et il faut le rappeler aussi sur le côté du torseur. Donc si on a un torseur, on aura toujours une relation qu'on appelle la formule de Varignon, qui nous dit que le moment en B, ce sera le moment en A, plus BA vectoriel la résultante. Donc ça, si j'applique pour un torseur cinématique, si j'applique pour le torseur cinématique donc de 1 par rapport à 2 par exemple, ça va me dire quoi? Ça va me dire que la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 2, c'est égal à la vitesse en A appartenant à 1 par rapport à 2, plus BA vectoriel oméga de 1 par rapport à 2. Mais c'est juste un cas particulier dans le cadre du torseur cinématique. Bon, comme on le verra juste après, on va voir aussi d'autres torseurs par la suite. Alors, petite remarque en passant de vocabulaire, donc cette formule que vous connaissez sous le nom de formule de Varignon, c'est le vrai nom. Parfois, vous entendrez parler de formule Babar, le roi des éléphants. Pourquoi? Parce que là, j'ai le moment en B qui est égal au moment en A plus BA vectoriel la résultante. Et donc là, je lis Babar. Petite remarque en passant. Donc pour le torseur cinématique, je viens d'en parler. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les torseurs, c'est vraiment l'outil de base de la mécanique du solide. Donc on va le croiser assez souvent, donc en cinématique, on vient de le voir, mais on le verra aussi donc dans le cours de statique après pour décrire les actions mécaniques. Et vous le verrez en deuxième année, en cinétique puis en dynamique, donc ça c'est toute la partie plutôt programme de deuxième année. Et même ceux qui feront peut-être de la résistance des matériaux, de l'étude de matériaux qui se déforment, etc., en verront encore un cinquième torseur, donc potentiellement pour les TIPE.
Donc tout ça pour dire que les torseurs, on va les croiser un paquet de fois. Et donc, autant apprendre dès le début le vocabulaire et quelques propriétés. Donc notamment là, tout ce que j'ai repéré en rouge, donc le vocabulaire, on parlera de résultante d'un torseur, de moment en un point du torseur, et on a donc cette fameuse formule de Varignon, qu'on a démontrée en cinématique et qu'on redémontrera à chaque fois qu'on va mettre en évidence l'existence d'un torseur. Mais du coup, si vous connaissez déjà donc, cette petite formule de Varignon, elle vous sera utile donc, pour le cours de statique un peu plus tard dans l'année, et après aussi l'an prochain. Donc il n'est jamais trop tôt pour bien l'apprendre. Voilà, propriété intéressante dont on va parler par la suite, et c'est globalement aussi une notation plutôt synthétique. Alors, je vous propose qu'on commence par voir quelques torseurs particuliers. Alors, il y en a un que j'ai oublié de vous mettre dans le cours, c'est le plus simple. C'est le torseur qu'on appelle le torseur nul. Donc, c'est quoi un torseur nul? C'est un torseur, si je l'écris sous forme vectorielle, où je vais avoir 0 en résultante et 0 en moment. Donc ça, c'est vrai, en fait, pour n'importe quel point de l'espace. C'est-à-dire que si je calcule l'expression en un point qui est différent, je vous laisse appliquer la formule de Varignon et vous vous rendre compte que j'obtiens la même expression. Ok, donc ça c'est le torseur nul. D'un point de vue cinématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis là en l'occurrence que le torseur cinématique, par exemple de 3 par rapport à 2, est égal au torseur nul. C'est-à-dire que oméga de 3 par rapport à 2 est égal au vecteur nul, et que la vitesse en un point m appartenant à 3 par rapport à 2 est égale aussi au vecteur nul. Donc en l'occurrence, ça veut dire que globalement, mon solide 3 par rapport à mon solide 2, il ne bouge pas. Donc là, ce que je peux dire, là, ça c'est équivalent à dire que 3 et 2 sont en liaison encastrement. Donc c'est un cas particulier. Quand on a un torseur nul en cinématique, ça veut dire qu'on a un encastrement entre là, la pièce 3 et la pièce 2. Vu que je ne peux pas avoir de rotation entre 3 et 2, et qu'en plus, pour un point quelconque, la vitesse va être nulle. Donc ça, c'est le premier torseur particulier. Alors maintenant, on va voir d'autres torseurs particuliers. On va voir celui qui est associé à un mouvement de translation. Donc quand on a un mouvement de translation, donc imaginez que, je vais les appeler S et R, que la pièce bleue, ça soit S, et que la pièce noire, ce soit R. Okay. Et j'ai quelque part un point A, donc par exemple, associé à ma pièce bleue, là j'ai un point A, ici. Ici j'ai un point A. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit comme forme de torseur? J'ai dit que le torseur cinématique de S par rapport à R, au point A, il se met sous la forme vecteur nul pour la résultante et un vecteur pour mon moment. Alors, on va commencer par le vecteur nul pour la résultante. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que mon solide S ne tourne pas par rapport à mon solide R. En d'autres termes, si je crée de façon un peu plus formelle, si j'ai un repère associé à mon solide S, et si j'ai un repère associé à mon solide R, au cours du temps, l'orientation de mon repère associé à mon solide S ne va pas varier par rapport à mon repère associé à mon solide R. Donc mon solide S ne va pas pouvoir tourner par rapport à mon solide R. Donc si je prends deux solides et que je ne peux pas avoir de rotation entre les deux, qu'est-ce que j'ai comme mouvement? J'ai bien un mouvement de translation. Donc on retrouve bien le fait que là, j'ai un mouvement de translation. Ça correspond à un vecteur taux de rotation qui est nul. Ok, maintenant par contre, j'ai un vecteur vitesse au point A qui est non nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mon point A, ici, je vais avoir donc un vecteur vitesse V qui est non nul. Alors V, c'est vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, qui vaut grand V. Petite remarque en passant, on peut se poser la question, ok, maintenant si je m'intéresse à un point différent, un point B, ici, quelle va être la vitesse en B? Alors peut-être que intuitivement, vous sentez que mon point B, il va bouger de la même façon que le point A.
je vais avoir au final que la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est aussi mon vecteur V. Alors on va essayer de le démontrer, et c'est pas très compliqué à démontrer. Pour ça, on va utiliser la formule de Varignon. On sait que la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal, d'après la formule de Varignon, à la vitesse en A appartenant à 1 par rapport à 0, plus BA, vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Juste, petite remarque de notation, j'ai changé en cours. 1 c'est mon S et 0 c'est mon R. Je viens de voir que j'avais changé les notations. Donc, voilà, ça c'est la formule de Varignon. Mais dans cette formule de Varignon, qu'est-ce que vous pensez du oméga de 1 par rapport à 0 ? Ben, ce vecteur, il est égal au vecteur nul. Ça vient de là. Donc, BA vectoriel le vecteur nul, ça va me faire au final le vecteur nul. Et du coup, je montre bien que la vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse en A appartenant à 1 par rapport à 0. Et ça, je l'ai fait pour un B quelconque. Donc, quel que soit en fait le point de l'espace, j'aurai la même vitesse. Donc ça, c'est au passage une propriété fondamentale des torseurs couples, c'est qu'on va avoir exactement le même torseur, quel que soit le point de l'espace. On en reparlera un petit peu après. Donc ça, c'est pour le premier mouvement particulier. Et du coup, au final, tout ça pour dire que si j'essaye de modéliser ce qui se passe entre mon solide S et mon solide R, je peux modéliser ça typiquement par une glissière, puisque une glissière, ça autorise juste une translation, et pas de rotation. Ensuite, donc, on a les mouvements de rotation. Alors, un mouvement de rotation, ce sera associé, donc ça c'était le torseur couple, et là il y a le mouvement de rotation. Donc le mouvement de rotation, ce sera associé à une autre forme de torseur qu'on appellera donc le torseur glisseur. Alors c'est quoi un glisseur ? C'est un torseur où il existe au moins un point où le vecteur vitesse va être le vecteur nul. Alors, qu'est-ce que ça va imposer comme condition ? Alors déjà, première remarque, on va supposer que oméga est non nul. Parce que si oméga est nul, en fait on retrouve le torseur nul, on en a déjà parlé. Maintenant, si oméga est non nul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends mes deux pièces S et R, je sais qu'entre S et R, déjà j'ai une rotation possible. Mais par contre, je sais qu'il existe au moins un point où la vitesse appartenant à S par rapport à R va être égale à 0. Donc là, c'est R0 en fait. Donc si je prends un point là qui est sur l'axe de ma pivot, alors, peut-être pas le faire en noir, vous n'allez pas bien voir sinon. Si je prends un point A qui est sur l'axe de ma pivot, si je fais tourner ma pièce S par rapport à R0, globalement mon point A, si je suppose qu'il appartient à S, il ne va pas bouger, il va rester sur l'axe de rotation. Donc j'ai bien un point de vitesse nul. Et je vous laisse vous convaincre que si je prends un point A' qui est un peu plus loin mais qui est toujours sur l'axe, j'aurai aussi une vitesse nulle. Et de façon générique, on pourrait montrer que pour tout point de l'axe de rotation, donc pour tout point de l'axe OX0, je vais avoir en final cette forme de torseur avec un vecteur taux de rotation et donc un vecteur taux de rotation qui est non nul et un vecteur vitesse qui va être nul. Par contre, si je m'intéresse maintenant à la vitesse d'un point B ici qui n'est pas sur l'axe de rotation, appartenant à S par rapport à R0, cette vitesse-là, elle va être non nulle. Puisque ma pièce bleue, là, si elle tourne dans ce sens-là, j'aurai une vitesse typiquement qui va être vers la droite. Donc ça, c'est ce qu'on appellera un glisseur. Alors, petite remarque, quel que soit le point, on peut montrer que le produit scalaire entre le moment et la résultante est nul. C'est pas une propriété qu'on va utiliser tous les jours, mais quand on en aura besoin dans 2-3 démonstrations, je vous le dirai. Et là, on vient de voir les torseurs particuliers. Alors, maintenant, pour calculer la vitesse d'un point appartenant à un solide par rapport à une référence donnée, en fait, on va utiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire soit la dérivation du vecteur position, plutôt pour les mouvements de translation, soit de la composition, puis de la formule de Varignon, donc c'est un peu ce qu'on a fait notamment dans le TD3. C'est juste que le formalisme avec les torseurs va un tout petit peu changer, surtout pour le côté composition. Donc on va en reparler tout de suite. Alors, je vous rappelle qu'on a vu qu'il y avait de la composition
Sur les vecteurs taux de rotation, donc là typiquement je pouvais écrire que oméga de R2 par rapport à R0, c'était égal à oméga de R2 par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R0. Mais aussi que pour un point quelconque, par exemple A, j'avais la vitesse de A appartenant à R2 par rapport à R0, qui était égale à la vitesse de A appartenant à R2 par rapport à R1, plus la vitesse de A appartenant à R1 par rapport à R0. Ça, c'était la composition du vecteur taux de rotation et la composition du vecteur vitesse en un point donné. Encore une fois, attention, petite remarque, là j'ai du A, là j'ai du A, et là j'ai du A. Ok. Donc tout ça, on va pouvoir le synthétiser sous forme torsorielle et dire que le torseur cinématique de 2 par rapport à 0, c'est égal au torseur cinématique de 2 par rapport à 1, plus le torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Et du coup, là, si je le remplace sous forme vectorielle, je vais obtenir donc cette expression, et la première ligne correspond bien à ce que je vous ai écrit, c'est-à-dire la composition du vecteur taux de rotation, et la deuxième ligne, elle correspond bien à la composition du vecteur vitesse instantanée au point A. Alors attention, petite remarque sur laquelle je réinsisterai un peu après. On peut sommer des torseurs, ça c'est pas un souci, mais quand on les somme, il faut qu'on les ait exprimés nécessairement au même point. Si on ne les a pas exprimés au même point, on va vite écrire n'importe quoi. Et ça, c'est très, 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 très important. Mais encore une fois, c'est juste une façon un peu plus formelle de l'écrire, mais il n'y a rien de neuf par rapport au dernier cours. Voilà, donc les torseurs doivent être au même point, c'est ce que je viens de vous rappeler. Alors, ça, je vais y revenir un peu plus tard, je vais sauter cette partie-là, et on va faire un petit point sur les mouvements particuliers. Donc les mouvements de translation, on vient d'en parler. Donc un solide est en translation si un segment passant par deux points distincts d'un solide reste parallèle au cours du temps. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, par exemple, j'ai une voiture qui se déplace suivant la direction Y0 ici. Si je prends, on va pas le faire en rouge, la voiture est en rouge. Si je prends deux points et que je trace à un instant donné le segment qui passe par ces deux points, ma voiture elle a avancé, mon segment il est resté parallèle. Donc ça c'est bien un mouvement de translation. Là on a ce qu'on appelle une translation rectiligne. C'est celle que vous connaissez bien normalement de votre cours de mécanique, c'est de votre cours de mécanique même du lycée. Quand vous parliez de mouvement rectiligne uniforme, en fait vous parliez de mouvement de translation rectiligne uniforme, si on est tout à fait précis. Donc cette translation rectiligne, ça veut dire que les vecteurs vitesse de mes différents points, alors déjà je vous rappelle, j'ai démontré que pour les différents points de ma voiture, j'aurai le même vecteur vitesse, et bien tous ces vecteurs vitesse, au cours du temps, ils vont garder la même direction. Alors leur norme peut varier, je peux avoir une translation accélérée. Par exemple, si on prend un métro qui accélère, tous les vecteurs vitesse du métro par rapport à la station vont bien dans le même sens, mais globalement, la norme va croître au cours du temps. Là, c'est le métro qui accélère. Ok, alors maintenant, je vous propose une autre translation un peu plus rigolote, c'est la translation circulaire. Donc là, j'ai l'exemple hyper classique, c'est la grande roue. Donc dans une grande roue, on a des espèces de petits... comment on va appeler ça? Je cherche le mot. De petites... j'ai pas le mot, c'est pas grave. De petites cabanes, mais c'est pas le terme, dans lequel on peut s'asseoir. Et donc si je prends deux points de la cabane, donc voilà, là j'ai un segment, et que je m'intéresse à l'orientation de ce segment au cours du temps, donc là ma cabane bouge, vous pouvez noter que ces segments restent toujours parallèles. Donc là encore, c'est bien un mouvement de translation. Encore une fois, une autre façon de le voir, si je pose un repère sur ma cabane, imaginez que je pose un petit repère sur ma cabane,
je vous laisse vous convaincre qu'au cours du temps, mon repère il va pas tourner par rapport à mon repère de référence, qui est mon référentiel entre guillemets galiléen. Donc là, j'ai bien un mouvement de translation. Ok, mais là, c'est ce qu'on va appeler une translation circulaire. Ça veut dire que si je m'intéresse à la trajectoire des différents points donc de mes petites cabanes par rapport à mon référentiel qui me sert de référence, j'obtiens des cercles. C'est ce que j'ai dessiné. Là, c'est les cercles que j'ai dessinés en rose et en bleu. Alors que précédemment, ici, si je traçais les trajectoires, j'obtenais globalement des lignes droites, d'où le terme de translation rectiligne. Là, j'ai une translation circulaire. Alors ça, c'est un cas particulier, mais de façon générique, je peux avoir une translation en fait quelconque, qui va suivre avec des trajectoires qui vont être ni des droites, ni des cercles. Donc là, imaginez, là, c'est un télécabine à la montagne, hein, avec un câble qui n'est pas très très bien tendu. Donc on peut supposer que j'ai des poteaux, à peu près on va dire à ces endroits-là. Et entre les différents endroits où j'ai des poteaux, mon câble il se déforme. Il n'empêche que, donc j'en ai vu ces traits, ça c'était pour illustrer, si je prends encore 2 points de ce solide, et que je m'amuse à tracer mon segment, vous pouvez noter qu'à chaque fois, ces différents bouts de segment restent bien parallèles entre eux. Mais par contre, là maintenant, si je m'intéresse à la trajectoire de ces points par rapport à mon repère de référence, par exemple la trajectoire du point violet, j'obtiens donc cette courbe-là, qui n'est ni une ligne droite, ni un cercle, donc c'est une translation quelconque. Donc quoi qu'il en soit, dans tous ces mouvements de translation, à quoi ressemblera le torseur cinématique ? Il ressemblera à un torseur couple. Donc je vous rappelle, c'est un torseur, donc si j'appelle là en l'occurrence S cette partie-là et que j'ai un repère R0 qui est fixe, si je m'intéresse au torseur cinématique de S par rapport à R0, ce sera un torseur de la forme 0 et puis un vecteur V. Alors je vais le faire en un point, je vais le faire propre tant qu'à y être. Donc puis j'aurai un vecteur vitesse de A appartenant à S par rapport à R0 au point A, et on va dire que le point A c'est par exemple ce point là. Alors petite remarque, je le fais sur cet exemple là. On a démontré là juste avant que maintenant si je veux connaître la vitesse en un autre point, la vitesse au point B, on peut dire directement que la vitesse au point B c'est la même chose que la vitesse au point A, grâce à la formule de Varignon. Je l'ai démontré 2 slides avant. Par contre, petite remarque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le champ des vecteurs vitesse, il est uniforme. C'est le même dans tout l'espace, pour un torseur couple. Mais il n'est pas constant. Ça veut dire que là, à l'instant T1, on va supposer que là je suis à l'instant T1 et que là je suis à l'instant T2. À l'instant T1, je vais avoir effectivement le même vecteur vitesse, par exemple ce vecteur vitesse-là, mais à l'instant T2, je vais avoir un vecteur vitesse qui va être différent. Je vous rappelle que le vecteur vitesse, il a le bon goût d'être tangent à ma trajectoire. Donc, encore une fois, à un instant donné, mon vecteur vitesse, il est uniforme, c'est le même dans tout l'espace, mais mon vecteur vitesse peut varier au cours du temps. Petite remarque en passant sur la translation. Alors, on va reparler des liaisons juste après. On va essayer d'associer à chaque liaison qu'on a vue donc en séquence 4 un torseur cinématique, puisqu'au final une liaison c'est quoi ? Ça va nous permettre de décrire les mouvements possibles entre deux solides. Et du coup on va pouvoir associer à ces mouvements possibles un torseur cinématique possible. Quels sont les mouvements qui sont autorisés par la liaison ? Là en l'occurrence ça va être la glissière. Je m'explique dans ce cas précis. Donc, si j'ai une glissière de direction, je vais supposer que là j'ai un Y1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un point quelconque, un point A, je vais juste montrer plus épais, donc là j'ai mon point A, en noir c'est mon solide 0, et en bleu ça va être mon solide 1. Donc là, d'un point de vue modélisation, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, j'ai qu'un mouvement de translation vu que j'ai une glissière. Donc déjà, mon vecteur taux de rotation, je sais qu'il va être, je l'écris, c'est oméga de 1 par rapport à 0, et ça va être vitesse en A de 1 par rapport à 0, au point A. Donc mon vecteur taux de rotation, vu que c'est une glissière, je sais qu'il va être nul. Et la vitesse au niveau de mon point A, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, donc je vais l'appeler petit v par exemple.
mais je sais qu'elle va être portée par y1, puisque je ne peux me translater que dans la direction y1. Et donc ça c'est vrai au point A. C'est pour vous montrer que voilà, associé à une liaison, on pourra associer une forme de torseur cinématique. Alors de même, pour la pivot, on peut faire le même genre de raisonnement. Si je prends un point, donc un point B ici, j'ai pareil, donc en bleu, alors en bleu là, vu que je suis relié au bâti, on va dire que c'est R0, et en noir, on va dire que je suis sur S. Alors si je veux écrire le torseur cinématique de S par rapport à R0, donc par définition, ma résultante c'est oméga de S par rapport à R0, et mon moment, ça va être vitesse en un point considéré, par exemple B, de S par rapport à R0. Et donc ça, c'est au point B. Alors, que vaut mon vecteur taux de rotation? Alors, il faut que je définisse un repère. Je vais supposer que là, c'est l'axe Z0. Mon solide S va pouvoir tourner par rapport à mon solide associé à R0 que autour de Z0. Donc, j'aurai juste une composante suivant Z0, par exemple du θ point Z0. Et en termes de vitesse, le point B, c'est un point qui est sur l'axe de rotation. Donc du coup, là, j'aurai une vitesse nulle pour la vitesse du point B appartenant à S par rapport à R0. Et tout ça, c'est toujours au point B. Voilà, donc là, j'ai une forme de torseur cinématique qui va correspondre au mouvement possible pour une liaison pivot. Petite remarque, si maintenant je m'intéresse au point C qui est ici, quelle va être la trajectoire de mon point C? Alors déjà, la vitesse, elle va être orthoradiale, on va en reparler juste après. Et la trajectoire, donc je vous rappelle qu'elle doit être tangente à la vitesse, ça va être un cercle, pas facile de faire un truc juste, ça va être un cercle de centre C, de centre, on va dire B qui est ici, et de rayon BC. Voilà, ça c'est la trajectoire, ce que j'ai dessiné ici, c'est la trajectoire de C appartenant à S par rapport à R0. Petite remarque en passant. Ok, donc ça c'était pour les mouvements particuliers. Donc là après il y a quelques rappels sur la rotation. Je vous laisserai lire, tout ça c'est écrit dans le poly et ça recouvre en bonne partie ce que vous avez normalement vu en physique sur un solide en rotation autour d'un axe fixe. C'est-à-dire que la vitesse, elle va être donc orthoradiale, qu'elle va être proportionnelle au rayon par rapport à l'axe de rotation et à la vitesse de rotation. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses qu'on va voir là-dedans. Donc je vous laisserai dans le même genre de résultat. Donc si je prends deux points qui sont à la même distance de mon axe de rotation, en norme, j'aurai la même vitesse. Mais je n'aurai pas la même direction, puisqu'à chaque fois, mon vecteur vitesse doit être orthoradial. Et si je prends donc deux vecteurs vitesse qui sont à des rayons différents, vu qu'à chaque fois la norme elle va être proportionnelle au rayon fois la vitesse de rotation, je peux exprimer au final une relation entre ces vecteurs vitesse, enfin entre les normes de ces vitesses et les rayons, en isolant oméga. En gros, j'écris ce rapport qui vaut au final oméga. Voilà. C'est normalement des choses que vous avez dû voir en physique. De toute façon, tout ça c'est assez bien expliqué dans le poly, donc je ne veux pas trop insister dessus. Alors par contre, je vais insister un petit peu plus sur des questions maintenant de notation. Alors, ça c'était autre chose. Ok. Donc sur des questions de notation pour les torseurs. Donc si je m'intéresse au torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Donc là j'ai écrit sous forme torsorielle. Maintenant si je veux l'écrire sous forme vectorielle pour avoir ce qu'on appelle les éléments de réduction, là on n'a pas le choix, on le note toujours de la même façon. Ça va être oméga de 2 par rapport à 1 en haut, et la vitesse en un point donné, par exemple en B, alors peut-être pas en B, en C, de 2 par rapport à 1. Et du coup, je reprécise bien le point C. Encore une fois, si vous ne marquez pas ce point C là, votre résultat est faux. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, on va voir comment est-ce qu'on l'écrit quand on veut faire du calcul de façon un petit peu plus précise. Donc, oméga, imaginons qu'on ait son expression qu'on a trouvée donc précédemment.
en faisant de la composition du vecteur taux de rotation, en utilisant les figures de changement de base, ou que sais-je. Donc on peut avoir une expression. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Déjà en termes de notation, alors parfois on va le noter en colonne. Ça veut dire... Non, je vais d'abord faire en ligne, ce sera plus simple. Je peux dire que je vais avoir du P porté par exemple par X1, plus Q porté par du Y1, plus R porté par du Z1. Ok, ça c'est pour le vecteur taux de rotation. Et pour le vecteur vitesse en C, je vais supposer que j'ai du U porté par X1, plus du V porté par Y1, plus du W porté par Z1. Et donc toujours au point C. Alors déjà, petite remarque de notation. P, Q et R, c'est des notations assez classiques, c'est une convention que pas mal de gens utilisent, pour les rotations autour des axes X, Y et Z. Donc PQR, c'est homogène, typiquement, à des radians par seconde, ou quelque chose qui y ressemble. Et UVW, c'est une notation assez classique de composante de vecteur vitesse. Donc là, on va être plutôt homogène à des mètres par seconde, ou quelque chose qui y ressemble. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle cette notation-là, c'est une notation dite en ligne. Après, parfois, vous verrez aussi une notation en colonne. Alors en colonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va écrire le vecteur taux de rotation en colonne à gauche. Donc on va avoir du P, Q, R. Et à droite, alors souvent on met un point-virgule entre les deux. Et à droite, on va mettre les coordonnées du vecteur vitesse. Donc U, enfin les composantes, U, V, W. Alors, qu'est-ce qui me manque comme information pour avoir bien cette égalité? Déjà, il me faut le point. Je vous rappelle, hein, là, le torseur, il faut que je sache, je l'ai exprimé en quel point. Donc là, la vitesse, je l'ai calculée au point C. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que là, en l'écrivant en colonne, il faut que je précise dans quelle base j'ai écrit mes vecteurs. Sinon, je ne sais pas, est-ce que c'est PQR, enfin PX1, QY1 et RZ1, ou est-ce que c'est du PX2, QY2 et RZ2? J'en sais rien. Donc dès qu'on écrit en colonne, il faut absolument penser à rajouter en plus dans quelle base on a décomposé nos vecteurs. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser la forme en ligne? Quand est-ce qu'on va utiliser la forme en colonne? Ça va dépendre des exercices et ça va dépendre des fois. Il faut savoir bien manier les deux. Après, la forme en ligne, elle a un avantage indéniable sur la forme en colonne. C'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'exprimer les vecteurs dans la même base. Par exemple, je pourrais dire que mon torseur cinématique de 2 par rapport à 1, donc qui est égal à oméga de 2 par rapport à 1, et la vitesse en C appartenant à 2 par rapport à 1, au point C, imaginons, tout calcul fait par ailleurs, que j'ai quelque chose du genre θ point x1 plus phi point z2. Et que pour vitesse, j'ai du lambda point z2 plus r θ point y1. Voilà, pourquoi pas. Bon, là, en l'écrivant en ligne, c'est assez pratique parce que j'ai des vecteurs dans la base 1, j'ai des vecteurs, donc là je suis dans la base 1, et là je suis dans la base 2. Bon, si je veux l'écrire en colonne, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais tout projeter dans la même base. Et comme vous l'avez vu en cinématique, assez naturellement, on a des résultats dans des bases différentes. Donc c'est vrai que moi personnellement, j'aime bien l'écriture en ligne pour ça. Après, donc selon les moments, on le fera en colonne, ça dépendra des exercices. En général, il y a des torseurs qu'on va apprendre en colonne, c'est au niveau du cours, c'est des formes un peu plus graphiques, donc c'est un peu plus facile d'apprendre les torseurs en colonne, notamment pour les liaisons. Donc on a déjà parlé du torseur associé à la liaison glissière et du torseur associé à la liaison pivot. Donc je vais vous faire une petite vidéo à part sur les torseurs de liaison. Voilà, donc là c'était vraiment le cours un peu d'introduction sur c'est quoi un torseur, comment on l'écrit, et en gros à quoi ça sert. Donc ça sert juste à synthétiser en fait ce qu'on faisait précédemment en écrivant des relations sur les vecteurs taux de rotation et sur les vecteurs vitesse. Donc juste si je reprends pour conclure le cours très rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la définition donc, de ce qu'est un torseur. Donc un torseur, ça sert à décrire un champ de vecteurs
équiprojectif, en fait, à décrire pour nous le champ de vecteur vitesse d'un solide par rapport à un autre. Et pour décrire ce champ de vecteur vitesse, il faut connaître au moins le vecteur taux de rotation, le vecteur taux de rotation et le vecteur vitesse en un point. Et à partir de là, on va pouvoir, via Varignon, exprimer le torseur en n'importe quel autre point et du coup connaître comment bouge le solide en n'importe quel point. Donc à partir de là, on a vu aussi un ensemble de propriétés mathématiques, donc déjà du vocabulaire, le terme de résultante, le terme de moment, la formule de Varignon de façon un peu plus générique, on va dire. Ok, on a parlé donc ensuite des torseurs particuliers, donc le torseur nul, le torseur couple, donc ça c'est le torseur couple, et le torseur glisseur. Donc je vous rappelle, le torseur couple, c'est un torseur, pour le couple, c'est un torseur où la résultante est nulle, donc pour nous le vecteur taux de rotation va être nul, et le torseur glisseur, c'est un torseur pour lequel il existe au moins un point où le moment va être nul, donc pour nous, où le vecteur vitesse va être nul. Voilà, après quoi, donc on a vu que tout ce qu'on avait dit en termes de composition, ça restait vrai. Donc on va pouvoir faire des compositions de torseurs cinématiques, avec la première ligne qui va correspondre, donc là surlignée en jaune, qui va correspondre à la composition des vecteurs taux de rotation, et la deuxième ligne qui va correspondre à la composition des vecteurs vitesse. Mais comme je vous l'avais dit, la composition des vecteurs vitesse, il faut la faire nécessairement au même point. Donc il va falloir qu'on fasse notre composition des torseurs exprimés toujours au même point. C'est pour ça que j'ai entouré les A. Et de façon générique, on peut sommer des torseurs tant qu'on les exprime au même point. Fermeture cinématique, j'en parlerai après. Voilà, et après on a un tout petit peu revu ces histoires de mouvements particuliers. Donc c'est quoi un mouvement de translation et c'est quoi un mouvement de rotation et les torseurs associés. Petite introduction donc sur les liaisons, mais je vais faire une vidéo spécifique à part pour pas tout mélanger. Donc dans le poly, histoire de faire le point, dans le poly, ça correspond, donc je vais surligner tout ce qu'on vient de voir, histoire que vous ne soyez pas perdus. J'ai sauté un morceau, ça correspond à tout ça, donc le grand 5, propriété des torseurs. Mouvement particulier, donc lisez bien le poly, il est bien fait là-dessus, en complément. Voilà, donc tout ça. Mouvement particulier autour d'un axe fixe, donc ça normalement ça doit quand même pas mal coller ce que vous avez fait en physique. Ensuite le contact ponctuel je l'ai sauté, on en reparlera un peu plus tard. Donc tout ça vous sautez. Et c'est tout. Après, on arrive sur les torseurs cinématiques de liaison dont on va reparler dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Bon courage, gardez le rythme et la santé. Et à bientôt.